Bonsoir, je voudrais vous parler d'un petit garçon qui s'appelle Hugo et qui vit dans les Hauts-de-France. C'est un petit garçon que vous aurez du mal à voir dans la rue, sur le chemin de l'école, parce qu'il souffre d'une maladie rare qui lui donne des gros problèmes d'apprentissage et de réalisation de ses gestes quotidiens. Le problème de Hugo, c'est que dans toutes ces cellules, il y a une accumulation de ce qu'on appelle les acides gras à très longue chaîne. Ces acides gras à très longue chaîne, ils sont présents dans son alimentation et son organisme les fabrique aussi. Et cette accumulation dans les cellules est toxique. Et les cellules les plus vulnérables de son organisme à l'accumulation de ces acides gras, eh bien, ce sont ces cellules nerveuses, ces neurones, les cellules de son cerveau. Et cela entraîne la majeure partie de ses symptômes et de ses souffrances au quotidien. Alors quand le médecin qui s'occupe de lui l'a connu, il a décidé de demander à des scientifiques de lire le code génétique de Hugo de manière à essayer de trouver la cause de sa maladie. Et en lisant le code génétique, en séquençant son ADN, on a trouvé qu'il y avait une toute petite erreur dans ce code génétique, une erreur qui entraîne la fabrication par les cellules d'une enzyme défectueuse. Et cette enzyme, normalement, c'est elle qui permet aux cellules de se débarrasser des acides gras à très longue chaîne, donc c'est vraiment la cause de sa maladie. Et cette mutation, elle est très rare. Elle est même excessivement rare puisqu'elle ne concerne qu'une dizaine d'enfants en Europe. Et le plus tragique, c'est que le médecin qui est en charge d'Hugo n'a aucun médicament à sa disposition pour tenter de réduire l'influence de cette mutation, l'influence du défaut dans la machinerie cellulaire, de retarder l'évolution de la maladie. Et ceci, c'est peut-être dû au fait que la maladie d'Hugo ne concerne qu'un tout petit nombre d'enfants. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le cas d'Hugo, être atteint d'une maladie très rare, ne pas avoir de médicaments à sa disposition, est loin d'être un cas isolé. On compte à peu près 7000 maladies rares qui affectent l'humanité. Et ces 7000 maladies rares, elles concernent 30 millions de patients en Europe, dont 50% sont, comme Hugo, des enfants, donc des personnes qu'on ne voit pas, qui forment une masse invisible. Et parmi ces 7000 maladies, il y en a 5000 qui sont, comme dans le cas d'Hugo, des maladies avec un effectif extrêmement réduit de quelques dizaines à quelques centaines maximum de patients en Europe. Et comme dans le cas d'Hugo, eh bien 95% de ces maladies n'ont pas de médicaments disponibles. Seuls 5% ont un médicament qui, souvent loin d'être idéal, permet quand même d'enrayer le cours de la maladie. Alors c'est vraiment quelque chose qui est intolérable, de savoir qu'on connaît parfaitement la cause de la maladie, on connaît le mécanisme qui est un défaut dans les cellules de Hugo, mais on n'a rien pour le soigner. Certains enfants sont quand même un peu plus chanceux qu'Hugo. Il y en a qui font partie de populations plus importantes, il y en a qui ont un parrain ou une marraine qui est plus visible dans les médias, qui attire l'attention des chercheurs et du public sur une maladie en particulier, qui permet de lever de l'argent, de faire de la recherche et peut-être de découvrir un traitement. Il y a aussi des enfants qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la thérapie génique. C'est une technologie innovante qui permet d'aller réparer la mutation dans l'ADN du patient, dans l'ADN de toutes ces cellules. Alors c'est une technologie qui est assez nouvelle, dont les effets au long cours ne sont pas garantis, mais surtout qui est extrêmement onéreuse. Et donc il est impensable à la fois techniquement et économiquement de pouvoir aujourd'hui utiliser la thérapie génique pour traiter des millions de personnes. Par contre, ce que l'on sait, c'est que utiliser un médicament traditionnel d'origine synthétique, industriellement, c'est très peu cher, et médicalement, c'est très facile à mettre en œuvre. Mais encore faut-il disposer d'un tel médicament. Et il y a un paradoxe parce que, comme vous pouvez voir sur ces chiffres, l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, collectivement dans le monde, dépense en recherche et développement une somme astronomique de 200 milliards d'euros. Cette somme, c'est 2 fois la somme que dépensent les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et les grands majors de l'industrie aéronautique que sont Boeing et Airbus collectivement. Cet effort de R&D fantastique, finalement, n'aboutit qu'à 30 ou 40 nouveaux médicaments chaque année. Et il faut savoir que parmi ces 30 à 40 nouveaux médicaments, il y en a certains qui ne sont pas vraiment innovants, qui ne sont juste évidemment des améliorations de médicaments déjà existants.
Alors pourquoi ça coûte aussi cher de produire, d'abord de chercher, de développer des médicaments? Plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards d'euros. Eh bien, parce que c'est un processus qui est d'abord extrêmement long. Et en effet, entre l'idée, le besoin médical et le médicament qui va servir ce besoin médical, il peut s'écouler entre 10 et 25 ans. Mais c'est aussi, en plus d'être long, un processus qui est extrêmement risqué. Il est très complexe. Il débute d'abord avec des phases de recherche. Dans ces phases de recherche, on va essayer de trouver, d'identifier le meilleur mode d'action pour soigner la maladie qui nous concerne. Ensuite, des chercheurs vont essayer de trouver des molécules qui réalisent ce mode d'action dans des cellules in vitro. Et ils vont tester des centaines de milliers, voire des millions de molécules, pour en trouver une qui fait le job plutôt médiocrement. Ensuite, il va falloir l'optimiser, cette molécule, et des chimistes vont synthétiser des milliers d'analogues de cette première molécule pour optimiser la puissance, l'efficacité, diminuer les effets secondaires. Donc après plusieurs années, on obtient, dans certains cas, une molécule qui correspond au cahier des charges. Et on l'appelle le candidat au développement. Et là, on entame une deuxième phase extrêmement complexe du processus, qui est le développement du médicament. Ce candidat, on va lui faire subir des tests extrêmement rigoureux pour déterminer dans des modèles animaux si cette molécule fonctionne bien, quelle est la dose à laquelle arrivent les effets secondaires, est-ce qu'elle est bien supérieure à la dose à laquelle on observe l'effet thérapeutique. On va aussi déterminer ce que devient la molécule dans un organisme vivant après son absorption. Et si on a de la chance et qu'à l'issue de cette analyse extrêmement rigoureuse, tous les feux sont au vert, eh bien on va réunir toutes les données, c'est des centaines de fichiers, des milliers, des dizaines de milliers de pages, pour demander aux agences, comme l'Agence du médicament, une autorisation de réaliser un essai clinique. Et là, on va entamer la dernière phase, la plus coûteuse, la plus complexe, qui consiste à tester le produit chez l'homme. Ça va d'abord être la phase 1, avec quelques dizaines de patients, ensuite la phase 2, quelques centaines de patients, ensuite la phase 3, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de patients. Et il faut savoir qu'inclure un patient en phase 3, ça peut coûter entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers d'euros. Donc un processus qui est très très long, très risqué. Et il faut savoir que les exigences des agences qui vont délivrer l'autorisation en fin de compte, en termes de sécurité, en termes d'efficacité, sont si élevées que seul un projet sur 10 va pouvoir réaliser tout le processus que je viens de vous décrire, donc de l'idée jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Et ce taux d'échec absolument fantastique, il explique en grande partie également le très fort coût de la R&D d'un nouveau médicament. Et on comprend donc que l'industrie pharmaceutique, qui réalise 99,9% de cet effort de recherche, ne le fait que dans le cas où le marché futur représente des centaines de milliers de patients, voire des millions de patients, de manière à pouvoir rembourser cet effort colossal de R&D en amont. Et on comprend donc que ce système ne peut pas fonctionner pour les 20 millions ou 30 millions de patients atteints de maladies rares qui, chacun, représentent une petite population. Donc les maladies rares sont victimes d'une extrême diversité qui empêche un investissement massif en termes de R&D. Et avec mon ami et collègue Terence Béguin, on s'est dit il faut changer totalement les méthodes de recherche, en tout cas de recherche pharmaceutique. Et nous nous sommes dit qu'il y avait deux opportunités que nous pouvions peut-être exploiter. La première, c'est l'énorme quantité de médicaments déjà sur le marché. On peut dire que dans le monde, il y a à peu près 4000 médicaments qui sont déjà approuvés, avec, comme vous pouvez le deviner, une quantité d'informations sur ces médicaments qui est colossale. Ça représente collectivement des millions d'années-chercheurs qui sont disponibles dans les dossiers qui ont été soumis aux agences, qui sont disponibles également dans des publications scientifiques, donc librement disponibles. Donc 4000 médicaments et une quantité d'informations phénoménale. La deuxième opportunité que l'on voit ici, c'est celle de l'extraordinaire progrès des techniques de lecture du code génétique, le séquençage de l'ADN. En 2000, il fallait dépenser 100 millions d'euros pour lire dans l'entièreté du code génétique d'un être humain. Et aujourd'hui, on réalise la même chose pour seulement 1000 euros. Et ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que l'on peut étudier de manière beaucoup plus systématique l'origine des maladies rares, des maladies génétiques, en identifiant
la cause et en comprenant le mécanisme, le défaut dans la machinerie cellulaire. La deuxième conséquence, c'est que maintenant, quand on est un patient atteint d'une maladie rare, on peut aussi se faire diagnostiquer au plan moléculaire. C'est-à-dire que pour un patient, on peut dépenser 1 000 € pour avoir un diagnostic précis et le mécanisme précis dont il est atteint. Et donc nous nous sommes dit, mais finalement, est-ce qu'il est possible, dans une nouvelle stratégie de recherche, d'associer cette information publique très importante avec de l'information privée du patient, information privée qui serait d'abord l'information sur sa mutation, le mécanisme qui cause sa maladie, et deuxièmement, de l'information que nous, on va pouvoir engendrer dans notre laboratoire sur ses propres cellules. Alors l'idée, c'est de recueillir une petite biopsie de peau d'à peu près 1 mm² ou quelques millilitres de sang, et en laboratoire, de cultiver les cellules du patient, de les amplifier, et de chercher une méthode grâce à des microscopes très puissants, à des spectromètres de masse très, très précis, de mettre en évidence dans les cellules du patient le défaut dans la machinerie cellulaire. Et si on est capable de mettre en évidence ce défaut, par exemple l'augmentation des acides gras à très longue chaîne dans les cellules de Hugo in vitro, eh bien là on a un outil qui nous permet de chercher dans la pharmacopée actuelle, parmi les 4000 molécules qui sont disponibles sur le marché, peut-être l'une d'entre elles qui pourrait corriger ce défaut. Donc on va tester toutes les molécules et essayer d'identifier un médicament qui corrige, entre guillemets par hasard, le mécanisme qui cause la maladie en question. Alors comme les chances de trouver une molécule qui fonctionne au hasard sont relativement faibles, on estime à 1 sur 1000, 1 sur 10 000, on a collecté le maximum de médicaments en provenance de tous les pays du monde. Quelquefois, il a fallu extraire des principes actifs d'une pommade ou d'un comprimé pour réunir donc toutes les molécules possibles. Et puis, vous savez, le médicament, quand on l'absorbe, il circule dans le sang et il passe dans le foie. Et dans le foie, eh bien, il subit des attaques chimiques. En fait, le foie, c'est une véritable usine chimique qui transforme tout ce qui passe à travers lui, notamment les médicaments. Ils vont être transformés en dérivés, quelquefois plus d'une dizaine de dérivés différents, qu'on appelle des métabolites. Et ces métabolites peuvent être doués d'une activité pharmacologique, d'une activité biologique intéressante. Et donc, on a décidé de fabriquer un foie artificiel dans le laboratoire qui va reproduire cette chimie du foie et transformer des principes actifs en métabolites, autant de molécules qu'on a ajoutées à la pharmacopée et que l'on peut tester maintenant in vitro grâce à des robots sur les cellules d'un patient. Et donc, quand le médecin qui est en charge d'Hugo nous a présenté le cas d'Hugo, on a décidé de tester toutes les molécules du monde sur ces cellules. Alors, on a pris la biopsie, on a mis au point une méthode qui permet de doser les acides gras à très longue chaîne dans les cellules. Et on a testé tous les produits et on a eu la chance de trouver une molécule qui corrige le défaut, qui ramène le taux d'acide gras à très longue chaîne au niveau normal, dans les cellules in vitro, dans les cellules de Hugo. Et là, du coup, avec cette information, on est retourné à l'information publique sur ce médicament, et on a pu en déduire que ce médicament, s'il était administré à Hugo, atteindrait des concentrations efficaces et serait donc susceptible de reproduire l'effet qu'on a vu in vitro dans son organisme, et donc de ramener le taux d'acide gras à très longue chaîne à un niveau normal. Étant donné le profil de sécurité de ce médicament, le médecin a décidé, après en avoir discuté avec d'autres médecins, avec nous, avec la famille, a décidé de prescrire le médicament à Hugo. Et dans les semaines qui ont suivi, les mois et les années qui ont suivi, parce que maintenant ça fait plusieurs années qu'il est traité, on a pu constater la stabilisation de la maladie, une maladie qui était en constante évolution, a maintenant son évolution stoppée. Alors on peut considérer que c'est un échec, un succès relatif, mais pour la famille, pour les médecins, pour la première fois, on avait pu utiliser de l'information scientifique, le génie humain, pour se concentrer sur le problème personnel d'Hugo et tenter d'apporter une solution qui, si elle n'est pas parfaite, est quand même de nature à changer la vie d'Hugo et le développement de sa maladie. C'est aussi une démonstration que des chercheurs, quand ils le veulent, peuvent sortir des domaines et des stratégies dominantes, celui de l'industrie pharmaceutique pour les médicaments, et répondre, plutôt qu'en plaçant le concept abstrait de la maladie au centre des réflexions,
en plaçant les cellules d'un malade et un malade, une personne, au centre de leur réflexion. Et je voudrais conclure en citant un poète et intellectuel, penseur que j'admire beaucoup, qui s'appelle Paul Valéry. Paul Valéry a dit « Que serions-nous sans le secours des choses qui n'existent pas ?» Et ces choses qui n'existent pas, dans ma tête et dans mon cœur, finalement, c'est quoi en tant que chercheur? C'est une hypothèse à vérifier, c'est une idée à concrétiser, un rêve à réaliser, un médicament du futur à inventer. Merci.